Bonsoir à tous, bienvenue. Et avant tout, un grand merci pour votre présence à cette deuxième conférence 2015 du cycle Santé en question, qui, je le rappelle, est co-organisée par l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, et puis par Universcience, cette structure qui regroupe de hauts lieux emblématiques parisiens de la culture scientifique et technique, la Cité des sciences et de l'industrie, bien sûr, mais également le Palais de la Découverte. Alors ce soir, en écho à la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, qui a lieu le 2 avril, nous allons donc ensemble essayer de mieux comprendre les grandes caractéristiques déjà de ce trouble du développement qui présente, on va le voir, des formes très diverses. On verra aussi comment on diagnostique aujourd'hui l'autisme et puis les divers types de prise en charge existants. On découvrira aussi le vécu au quotidien pour les personnes souffrant d'autisme, mais aussi pour leur entourage. Et puis, bien sûr, nous évoquerons les grands axes de recherche actuellement explorés dans le domaine de l'autisme. Et pour aborder tous ces points, on a la chance d'avoir avec nous 4 intervenants très au fait de ces questions, que je remercie vivement pour leur présence et que je vais donc tout de suite vous présenter. À Paris, nous avons donc avec nous Guillaume Bonny et Mélanie Ginger, qui mènent tous les deux des recherches sur l'autisme au sein d'un laboratoire INSERM qui se situe au Neurocentre Magendie de Bordeaux. Voilà, bonsoir à vous, un grand merci d'avoir accepté notre invitation et un peu au pied levé parce que pour certains qui avaient vu le programme peut-être avant, nous devions avoir Andreas Frick qui est leur chef, le chef de leur laboratoire, mais qui a un problème de santé, donc ils ont eu le courage de le remplacer au pied levé, donc soyez indulgents avec eux, parce qu'ils ne sont pas forcément habitués à parler devant un public. Et puis, comme vous le savez sans doute, grâce à notre co-organisateur en région, le Pavillon des Sciences, nous sommes ce soir en duplex avec l'amphithéâtre SEM Numérica de Montbéliard. Voilà, on voit à l'image. Donc Montbéliard, où se trouvent nos 2 autres intervenants. Nadine Jacotet, qui est maman d'une jeune fille de 16 ans, Laura, qui souffre d'autisme. Et puis le professeur Claude Burstein, qui est professeur de pédopsychiatrie à la faculté de médecine de Strasbourg, responsable du pôle enfant du Centre Ressources Autisme d'Alsace. Et puis le professeur Burstein est également vice-président de l'Association nationale des centres Ressources Autisme. Voilà, professeur Burstein et madame Jacotet, bienvenue à vous aussi. Un grand merci d'être parmi nous. Donc je vais tout de suite passer la parole à Nadine Jacotet, qui a donc accepté de venir nous livrer son témoignage. Alors je ne sais pas s'ils nous entendent. Bonjour. Voilà, bonjour, je vous laisse la parole, allez-y. Oui, d'accord. Bon, je me présente, Nadine Jacotet, mon mari est là, Jean-Pierre. Nous sommes parents de 2 filles, l'aînée a 22 ans, Johanna, et la deuxième, 16 ans et demi, Laura. Donc c'est de Laura qu'on va parler ce soir, puisque c'est elle qui est concernée par l'autisme. Alors comme toute histoire, il y a un début. Vous permettrez que de temps en temps, jette un petit œil sur... voilà, je ne vais pas perdre de temps avec des dates. Je vais essayer de tirer l'essentiel. Donc comme à la maternité déjà, je commence à avoir des problèmes avec l'oral dès le premier jour. C'est-à-dire qu'elle a des difficultés à manger. Elle prend au sein, mais c'est compliqué. Alors on passe directement au biberon. Le biberon, c'est difficile aussi. Elle régurgite énormément. Et elle a beaucoup de troubles du sommeil. On n'arrive pas... Voilà, toute la première journée déjà, ça commence comme ça. Elle a du mal à dormir, elle a du mal à s'endormir. Et elle pleure beaucoup. Voilà, donc ça commence comme ça. Et tout le séjour à la maternité, c'est comme ça. De retour à la maison, c'est le même constat. Donc là, je vais vous parler d'une période d'à peu près de 9 mois. Donc depuis le retour à la maison jusqu'à ces 9 mois. On a les mêmes difficultés. Elle arrive à dormir à peu près 1h30 en 3 fois dans une journée. Donc pour un bébé, c'est quand même relativement rare. Elle a toujours autant de mal à manger. Elle prend 3 repas au lieu de 4, par exemple. Elle pleure beaucoup, elle s'arc-boute, elle semble en souffrance. Donc là, elle a un suivi en pédiatrie. Et donc la pédiatre me donne des conseils que j'essaye d'appliquer au mieux. Mais au bout des 9 mois, la pédiatre commence un petit peu à douter de mes capacités à m'occuper de mon enfant. Donc je m'oriente vers mon médecin de famille qui m'envoie à l'hôpital à Montbéliard. Donc là, je vois un médecin qui, me semble, il était spécialisé dans les difficultés digestives. Donc là, à ce moment-là, l'enfant a 9 mois. On fait un premier gros bilan qui dure 1h30.
À ce moment-là, Laura a d'autres problèmes. Elle ne tient pas assise, contrairement à un enfant de 9 mois, on essaye de tenir assis, mais là, ce n'était pas du tout le cas. Au contraire, elle poussait sur ses pieds pour ne pas s'asseoir. Son regard était plafonné ou lointain. Je n'arrivais pas à avoir un contact avec elle, direct. Elle avait des mouvements de pédalage répétés pendant le bain, par exemple. Elle était très agressive. Je ne pouvais pas la porter normalement. Je n'arrivais pas à l'apaiser. Elle pleurait beaucoup. Elle était très en colère. Je la mettais dans un transat, un landau, une poussette. Rien n'y faisait. J'arrivais un petit peu à la calmer lors d'un bain, mais c'est juste au moment du bain. Et après, même les bras, je n'arrivais pas à la calmer. Je n'arrivais pas à trouver l'origine de ses pleurs et je n'arrivais vraiment pas à l'apaiser. Donc, elle avait d'autres choses aussi. Elle ne tendait pas les bras pour être portée. Elle ne jouait pas, elle ne souriait pas, elle babille. Il n'y avait pas de babillage, il n'y avait pas de manifestation d'amour à mon égard. Donc voilà, tout ça, je l'ai expliqué au médecin. Et puis, lui, il fait un premier bilan. Il déplore une anorexie mentale, parce que l'enfant maigrissait. Il avait le périmètre crânien qui avait tendance à être plutôt petit, et un retard de croissance et un retard psychomoteur. Dans cette même période, je vois une émission sur l'autisme à la télévision, et j'en parle à mon médecin, parce que je vois dans l'émission des choses qui m'interpellent. Il me dit non, votre enfant n'est pas autiste. Bon, là, elle n'a que 9 mois à ce moment-là. À la suite de ce gros bilan, il y a une prise en charge en centre de guidance infantile à Montbéliard. Donc elle est suivie. Elle a 5 rendez-vous par semaine. Donc elle a une infirmière en psychiatrie qui la prend 2 fois. Donc à ce moment-là, on pense qu'il y a un problème de relation entre la mère et l'enfant. On essaye d'établir la relation. Donc là, il y a 2 rendez-vous, et puis 2 rendez-vous en psychomotricité et avec le pédopsychiatre. À l'âge de 18 mois, on se rend, quand elle a 18 mois, on va à Strasbourg, à l'hôpital Haute-Pierre. Elle a une IRM, et là, l'IRM n'est pas bon du tout. La neurologue vient me voir, elle me dit le cerveau de votre enfant est atrophié, il fonctionne au ralenti. Votre enfant n'a pas une maladie psychologique mais neurologique, et nous sommes très inquiets quant à son intellect et son mental. Donc là, imaginez que là, je suis revenue décapitée. À l'âge de 20 mois, elle tient assise. À 2 ans, elle est reconnue handicapée. Et là, on met en place un suivi en orthophonie. Donc pareil, on était à 5 rendez-vous par semaine, là on est à 7. À 3 ans, elle n'est pas propre, elle ne marche pas, mais elle a accepté à l'école, dans une école maternelle, le samedi matin. Alors on n'a choisi que le samedi matin parce que elle ne pouvait pas faire plus déjà, et le samedi matin, l'emploi du temps est allégé. C'était mieux pour elle. Pour l'anecdote, comme elle ne savait pas marcher, se déplacer sur ses fesses, la récréation avait lieu en poussette, ce qui faisait sourire beaucoup les enfants. Et le restant de la semaine, dans la même période qu'elle est prise dans un IME à l'école le samedi matin, elle rentre dans un IME où on accueille les enfants polyhandicapés, donc dans un IME à Héricourt. Voilà, elle y est bien, tout se passe bien. Le langage arrive dans la 4e année. Il a tendance à être écolalique. Et la marche aussi arrive dans sa 4e année. Alors la marche, elle est particulière, elle fait partie des troubles du comportement. C'est-à-dire qu'elle commence à marcher à la maison, mais elle va mettre à peu près 1 année pour accepter tous les sols, c'est-à-dire la moquette, le carrelage, les sols flottants, etc. Ensuite, quand elle en a fini là, elle va mettre à peu près 16 mois pour accepter les sols extérieurs. Donc la boue, les cailloux, le goudron, l'herbe, la neige, enfin les flaques d'eau, tout ce que vous voulez. Et c'est à l'âge de 4 ans, donc là on commence à parler un petit peu d'autisme, parce qu'au moment où on établit le dossier médical pour la MDPH, c'est là que je lis de la part du médecin qui la suit, trouble d'allure autistique ou très autistique. Alors, je vois bien que ça ressemble à autisme, mais bizarrement, dans ma tête, elle est pas autiste. Parce que je sais pas, ça me paraissait pas clair. C'était trouble, c'était d'allure,
Donc je me disais, oui, elle a quelque chose qui ressemble à un enfant autiste, mais elle n'est pas autiste. Malgré tout, il faut la changer d'établissement pour que, par rapport à ces troubles, on trouve quelque chose qui soit plus adapté à sa pathologie. Et là, elle rentre à l'âge de 5 ans, elle rentre à l'IME de Grand Charmont, Sésame Autisme, où elle a beaucoup de plaisir à y entrer et elle a fait beaucoup de progrès. Et à l'âge de 8 ans, on se rend à l'hôpital Necker et on fait une IRM. Et là, le médecin, le neurologue se réjouit parce que les clichés sont très beaux, très clairs. Et on aperçoit très nettement une malformation des lobes temporaux qui correspond à plusieurs enfants qu'il a vus et qui sont autistes. Voilà, donc ça c'est ce que je peux dire. Maintenant, je peux vous dire que Laura aujourd'hui, elle va beaucoup mieux, elle mange très bien, elle mange de tout à peu près depuis 3 ans. Elle dort très bien, elle dort même beaucoup, elle est capable de faire 12 heures de sommeil, elle réclame même encore la sieste, à 16 ans et demi, elle réclame la sieste le samedi après-midi et le dimanche à la maison. Par contre, elle n'est pas du tout autonome. Elle ne se lave pas, elle ne s'habille pas, il faut beaucoup l'inciter, beaucoup l'encourager, même quelquefois amorcer le mouvement. Et puis au niveau des acquisitions scolaires, on va dire que c'est quasiment nul. J'ai essayé de lui apprendre les 10 couleurs, donc ça elle les connaît bien, et puis peut-être 3 chiffres, les 3 premiers chiffres. Voilà, sinon je lui ai appris un petit peu le tri. Et puis, qu'est-ce qu'elle sait faire d'autre une image, la poser sur une même image, voilà, c'est tout ce qu'elle sait faire au niveau du scolaire. J'avais envie de parler un petit peu de ce que j'avais essayé de faire avec Laura, parce que voyant qu'elle prenait du retard, moi j'ai eu envie de l'aider. Donc en 2006, j'ai vu à la télévision une émission Vie privée, vie publique qui montrait le témoignage de Barbara Donville. Donc je crois qu'il y en a plusieurs qui l'ont vu, ce témoignage-là. Donc immédiatement, j'ai pris contact avec elle. J'en étais qu'au début. Moi, l'autisme, ça, je ne savais pas trop ce que c'était. J'avais jamais entendu parler de ça. Mais ce que je savais, c'est que mon enfant avait besoin d'être aidé et j'ai voulu essayer de l'aider. Donc Barbara Donville, je l'ai contactée, je suis allée la voir à Paris. Et bon, j'ai compris avec plus tard que j'avais fait fausse route parce que le programme n'était pas adapté à mon enfant. J'ai fouillé aussi sur Internet, j'ai vu qu'il existait des méthodes comme la méthode ABA, qui veut dire analyse comportement appliqué. Donc je ne vous le dis pas en anglais parce que je ne suis pas bonne en anglais. Le principe, on adapte l'enfant à l'environnement. On renforce les bons comportements, mais on ignore les mauvais. Les bons comportements, on les renforce par quelque chose de plaisant. Donc ça peut être alimentaire, ça peut être un bravo, ça peut être des bisous, des chatouillis, etc. En même temps, j'ai fait venir une dame à la maison, professionnelle dans la méthode ABA, qui m'a montré comment faire. Elle l'a fait devant moi. J'ai trouvé que c'était vraiment très bien. Ça marchait bien. Et je me suis entourée aussi de femmes en Suisse qui étaient à la fois mamans d'enfants autistes et qui étaient professionnelles. Voilà. Donc ils m'ont donné de précieux conseils. J'ai aussi vu qu'il existait la méthode Teach. Donc là, on adapte l'environnement à l'enfant, c'est-à-dire qu'on travaille partout. Tout l'espace de l'enfant est structuré. C'est-à-dire qu'un enfant autiste a de grosses difficultés à se concentrer. Donc on va structurer son espace avec un bureau tout simple, 2 sièges, un éducateur pour un enfant. On va épurer la pièce, pas de décoration au mur, on ne mettra pas l'enfant près d'une fenêtre pour pas qu'il soit distrait. Et on va fabriquer, enfin moi j'ai essayé de le faire à la maison. Je me suis procuré de matrices de maternelle et j'ai fabriqué tous mes supports de travail. C'est-à-dire que les supports, c'est du fond noir, c'est un fond blanc, c'est une écriture noire, sur un fond blanc. J'ai tout découpé, j'ai cartonné, plastifié, j'ai essayé de travailler avec mon enfant comme ça. Bon, c'était très difficile, je me suis épuisée au bout de 2 ans.
Parce que le premier objectif de l'enfant, c'était de le faire s'asseoir. Donc ça, j'ai eu énormément de mal à la faire s'asseoir. Et le deuxième truc, c'était qu'elle me regarde. Donc ça, c'était un gros travail, mais j'ai pu tenir que 2 ans. Je me suis aussi approchée d'une méthode. On s'est formé, mon mari et moi, la méthode Feverstein. Donc là, c'est plutôt apprendre à apprendre. Donc nous, parents, on devient médiateurs de l'enfant. Et puis également la méthode des 3 I. Donc là, la méthode des 3 I, je l'ai vue sur un journal. J'ai fouillé aussi sur Internet. Alors, 3 I, c'est individuel, intensif, interactif. On aménage une pièce pour le jeu. Au début, il n'y a pas d'apprentissage, mais on recherche le regard. Toutes les stéréotypies sont imitées et transformées en jeu. Voilà ce que je peux dire à propos des méthodes. Donc, j'en prône aucune. Je dis que toutes les méthodes ont leurs bonnes choses et leurs limites, certainement, mais elles visent toutes à l'autonomie, à l'intégration sociale, scolaire et professionnelle. Je crois que tous les enfants sont capables d'apprendre dans un cadre qui est particulier, structuré, dans des conditions optimales pour qu'ils puissent développer ses compétences. Voilà. Donc, je devais parler un petit peu des conséquences au quotidien. Bon, là, il y a des mamans qui vont comprendre ce que c'est que de vivre avec un enfant autiste, parce que j'ai des mamans que je reconnais dans l'assemblée. C'est un travail de tous les instants. J'ai été obligée de m'arrêter de travailler. Et ça demande une grande disponibilité. Du fait que l'enfant est très très vite angoissé et qu'en plus, pour ce que je vis, je dis bien pour ce que je vis, discerne mal les règles sociales. Par exemple, ma fille elle est capable de tutoyer, de rôter, de parler fort, de toucher les gens, de se déshabiller. Ça limite beaucoup les sorties ainsi que les invitations. Il y a un énorme décalage entre notre vie et celle des autres. Par exemple, pour aller à la plage, nous, on va y aller à 10h du matin quand il n'y a personne. D'ailleurs, pareil pour l'anecdote, une année, on est allé à la plage à 10h et on a rencontré une seule famille avec nous. C'était le même cas que nous. Ils avaient un enfant autiste et ils venaient à 10h le matin quand il n'y a personne pour pas se faire remarquer. Parce que j'ai un enfant qui ne se pose pas, qui ne s'assied pas, donc je ne la vois pas s'asseoir sur la plage, sur sa serviette ou sur un siège. Elle va plutôt aller vers les gens. Voilà. Je crois qu'on m'avait demandé aussi au niveau des besoins. Alors je vais parler au nom de tous les parents, les besoins qui sont généraux. Je pense qu'on a besoin de structures, bien sûr, de structures adaptées aux enfants autistes. On a tous besoin d'un diagnostic qui soit précoce pour pouvoir établir un projet adapté aux compétences et aux émergences de l'enfant. Il faut valoriser aussi le métier des AVS. Et puis, bien sûr, s'ouvrir davantage aux méthodes qui ont fait leurs preuves aux États-Unis, en Israël, au Canada ou en Suisse. Voilà. Personnellement, nous, on est plus, on est heureux parce qu'on a toujours eu un établissement pour notre enfant. Mais aujourd'hui, ce qui nous manque, parce que l'enfant grandit et nous, on vieillit et on se fatigue, on aurait plus besoin de structures de week-end. Alors une structure qui soit assez proche de chez nous, parce que l'objectif, c'est pas de se débarrasser de l'enfant et de le caser encore le samedi et le dimanche toute la journée, toute la nuit, mais plutôt quelques heures, voilà. Ou alors d'avoir un accueil de loisirs, parce qu'un enfant normal, vous le placez dans un accueil de loisirs, dans un franca, etc. Un enfant handicapé, c'est pas possible. Ou alors créer un accès aux activités artistiques, sportives, choses comme ça. Et puis également un andidant, parce que nous, on emmène notre enfant jusqu'à Strasbourg pour des soins dentaires, même pour un détartrage. Ici à Montbéliard, on est obligé de l'anesthésier. Donc c'est quand même embêtant. Donc on va jusqu'à Strasbourg, puisqu'ils ont ils pratiquent je sais pas comment on appelle ça, un endormissement sous protoxyde d'azote, le méopa, et ça fonctionne très bien sur notre enfant. Voilà, sur Montbéliard, c'est en train de se créer. On est allé encore la semaine dernière, mais il faut attendre encore un petit peu, c'est pas le jour. Voilà. Donc je crois que j'ai tout dit.
Ben, merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir pour ce témoignage. Parce que c'est pas forcément facile de venir comme ça, venir faire un témoignage si personnel devant le public. Moi, c'est vrai que quand je vous ai eu en ligne, il y a quelque chose qui m'a marqué. Là, j'y repensais pendant que vous parliez. C'est à la fin de notre entretien téléphonique qu'on a eu. Vous m'avez dit, je suis sûr qu'il y a encore quelque chose à faire pour continuer à la faire évoluer. Donc il y avait vraiment une note d'espoir. Et puis c'est vrai que vous l'avez évoqué, vous avez évoqué la Belgique, le Canada, la Suisse, peut-être aller voir ailleurs. C'est un réel projet ça, parce qu'en France vous ne trouvez pas, ou dans votre région en tout cas? Disons que si on doit quitter la région, ce sera pour s'approcher d'un établissement qui soit ouvert aux méthodes, oui, c'est sûr. Donc je ne dis pas qu'on irait sur la Belgique ou la Suisse, mais si on peut déjà trouver quelque chose en France, ce serait déjà pas mal. Et puis c'est vrai que quand on avait discuté, vous m'aviez parlé aussi de la grande sœur de Laura, Johanna, qui a, je Johanna, crois, oui. effectivement 22 22 ans. ans, hein, voilà, c'est ça. Oui. Elle, comment est-ce qu'elle a vécu tout ça, le fait d'avoir une petite sœur souffrant d'autisme, ses parents très pris par ça aussi? Comment Oui, vous c'est en vrai parlez que avec elle aujourd'hui, oui, maintenant on en qu'elle va parle. commencer sa vie Oui. d'adulte, hein? Oui, on en parle bien, on en parle souvent, on a encore parlé cette semaine. Elle l'a toujours bien vécu. C'est vrai que dès que cet enfant a demandé beaucoup de disponibilité, j'ai pris conscience qu'il fallait que je sois une maman épanouie, en forme et disponible pour les deux à la fois. Donc j'ai arrêté de travailler pour m'en occuper des deux. Mais vraiment, je me suis donné à fond pour les deux. Voilà. Et elle nous dit très franchement et droit dans les yeux qu'elle n'a pas souffert. C'est vrai qu'on entend souvent que la fratrie est touchée quand il y a un enfant malade ou très malade ou handicapé dans un foyer. Je crois que Johanna n'a pas souffert. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, je me tourne maintenant vers le pédopsychiatre, un spécialiste de l'autisme, le professeur Burstein. C'est vrai qu'on vient de voir le cas très particulier, hein, comme chaque cas de Laura. Mais l'autisme semble regrouper une très grande diversité de situations. On parle d'ailleurs de spectre autistique, hein, si j'ai bien compris. Alors au final, est-ce que vous pouvez eh bien, nous expliquer quel grand type de troubles on regroupe aujourd'hui sous ce terme d'autisme, parce que je crois que c'est en train d'évoluer? Oui, alors je voudrais tout d'abord dire que on vient d'entendre un témoignage très, très touchant et qui montre bien combien cette question de l'autisme est une question qui concerne la vie entière, pas seulement les enfants, et qui concerne aussi une famille. Alors, avant peut-être d'entrer dans la question des catégorisations, je voudrais attirer l'attention sur le fait que effectivement ce terme d'autisme s'applique aujourd'hui. On estime à plus de 1% de la population. Hein, les dernières statistiques venues des États-Unis, c'est 1 sur 68. Donc c'est considérable. Mais à l'intérieur de cette vaste population concernée par la question de l'autisme, il y a une énorme diversité. Et ce que vous venez de nous raconter, cette histoire, mêle à la fois pour moi, bien entendu, j'en parle avec beaucoup de précaution parce que je n'ai pas vu votre fille, mais des signes qui correspondent aux troubles autistiques et d'autres qui correspondent à un retard général de développement, retard mental, comme on dit, qui est effectivement le cas pour, alors selon les statistiques, disons en gros au moins 50% des personnes pour qui s'applique le diagnostic d'autisme. Mais pas toutes. Les signes les plus précoces que vous avez repérés n'étaient pas tellement des signes d'autisme. C'était des signes d'un grand retard mental, c'est-à-dire d'un grand désordre du développement avec probablement des atteintes neurologiques qui ont été mises en évidence par des IRM, ce qui est là aussi n'est pas le cas, de loin pas, de toutes les personnes autistes. Hein. Donc voilà, tous les cas sont particuliers et pour beaucoup de personnes se combine à la fois ce handicap particulier
qu'est l'autisme et le retard mental. Alors, qu'est-ce qu'on appelle autisme ? Ce terme a été inventé dans les années 1940 par un pédopsychiatre américain pour décrire des enfants qui avaient avant tout un trouble majeur de la communication, et on dirait plutôt maintenant de la communication sociale. Dans les classifications actuelles, ça se décrit. Alors, les classifications actuelles, je précise, la classification qui s'applique officiellement en France, c'est la classification de l'OMS, qui a été révisée dans les années 1990 pour la psychiatrie. On définit l'autisme comme l'association de troubles dans 3 domaines. Le domaine des interactions sociales, les échanges, la relation avec autrui, disons, de la communication, alors c'est-à-dire le langage, et il y a encore beaucoup de personnes autistes qui n'accèdent pas à un langage, ou en tout cas pas un langage suffisant pour exprimer même leurs besoins les plus ordinaires. Et puis des comportements particuliers, répétitifs, focalisés, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui s'intéressent à peu de choses d'une manière très répétitive et avec souvent éventuellement des stéréotypies, des gestes stéréotypés gestuels. Le tout ayant débuté dans la petite enfance. Ça, c'est la définition officielle actuellement en France. Alors si je dis ça, c'est parce que on est dans un moment, on en a connu plusieurs ces dernières années, de changement dans les définitions et dans les classifications. C'est ce que je viens de décrire, l'autisme, dans le cadre de la classification de l'OMS, c'est un groupe le mieux connu, le mieux décrit, dans une famille, en quelque sorte, de troubles qu'on a appelés les troubles envahissants du développement. Traduction du terme anglais « Pervasive Developmental Disorders », dans lequel on a décrit d'autres troubles qui ressemblent plus ou moins à l'autisme proprement dit. Le syndrome d'Asperger, d'une part, qui concerne des personnes qui n'ont pas du tout de retard mental, généralement pas de retard de langage, et même éventuellement un langage assez sophistiqué, mais qui ont surtout des grandes difficultés dans l'établissement de la communication avec autrui. C'est-à-dire qu'ils peuvent parler très bien, mais pas dialoguer, pour résumer les choses schématiquement. Et qui ont beaucoup, alors, et quelquefois d'une manière très importante, des préoccupations très particulières, très focalisées et très répétitives. Pour vous donner un exemple que je partage avec beaucoup de collègues, par exemple, nous voyons des enfants qui peuvent être extrêmement fluents sur le plan du langage, très intelligents dans certaines activités, mais par exemple qui ne s'intéressent, je pense à un enfant que je connais bien, qui s'intéresse essentiellement à dessiner des trajets de tram ou de train. Sauf qu'il ne fait que ça. Il est très très difficile de lui faire autre chose, il est très résistant. Donc ça, c'est le syndrome d'Asperger qui a été beaucoup mis en valeur, je dirais, dans les médias, dans des films, etc. Et puis, il y a d'autres catégories, mais je n'entre pas trop dans les détails, mais il y a un groupe plus important que l'autisme qu'on appelle les troubles envahissants du développement non spécifiés, parce que ce sont des enfants qui ont des traits. On a parlé de traits autistiques pour votre fille. C'est comme ça, voilà, il y a des cas dans lesquels les choses sont très claires et d'autres dans lesquels elles ne sont pas très claires, où il y a des âges auxquels les choses sont claires et avant elles n'étaient pas tout à fait. Mais donc ces enfants représentent donc
ont des traits communs avec les enfants autistes, mais d'autres qui sont assez différents, et même ce groupe est lui-même assez hétérogène. J'avais proposé une représentation graphique de cela, parce que dans des enquêtes épidémiologiques, sur l'ensemble des troubles envahissants du développement, l'autisme, c'est à peu près 30%, seulement 30%. Le syndrome d'Asperger, c'est à peu près 10%. Et ces troubles envahissants du développement, troubles envahissants du développement non spécifiés, c'est à peu près 60%. Donc ça, c'est l'état, je dirais, encore actuel de la classification, parce qu'on annonce sa révision, mais qui n'est pas encore publiée. Et ce qui s'est passé, alors ça, c'est une autre vue qui montre l'explosion de l'épidémiologie de l'autisme. On peut peut-être avoir la deuxième slide, s'il vous plaît. Voilà, c'était celle-là dont je voulais parler, qui sort d'une enquête faite par un des meilleurs spécialistes de l'épidémiologie, qui montre cette répartition. Je crois qu'il faut avoir un petit peu ça en mémoire. Puisque ce qui s'est passé depuis quelques années, c'est que des gens ont dit, non sans raison, que c'était assez difficile de faire de délimiter très précisément ces différentes catégories diagnostiques. Il y en a d'autres dans lesquelles je ne suis pas entré. Et que finalement, tout ça, il fallait considérer ça comme des variantes de l'autisme, des variantes de gravité de l'autisme. Et s'est imposée dans les publications la notion de spectre autistique. Si on peut passer peut-être, il y a une autre dia après. Voilà, ça c'est la représentation de ce qu'est actuellement la classification, avec ces noms différents, mais avec des frontières incertaines, je dirais, entre les différents groupes. La suivante. Voilà, on est passé à cette notion de se dire, au fond, tout ça, on ne sait pas très bien quelles sont les différences. Ce sont des variantes de la même pathologie. C'est, comme on dit en science, un postulat. Je veux dire, ce n'est pas absolument démontré. Il y a un consensus actuellement parmi les spécialistes pour considérer les choses comme ça. Et c'est ce qui vient d'être validé par la classification américaine, le DSM-5. Donc aujourd'hui, quand on dit quand on parle de 1 cas sur 68, c'est 1 cas sur 68 du spectre autistique. Ce n'est pas exactement la même chose que quand on parlait de l'autisme proprement dit. Il faut bien comprendre ça. On peut passer peut-être la diapositive suivante. Voilà. Et que ça recouvre tout l'ensemble qui était jusqu'ici différencié. Et si vous passez la suivante. Voilà, ça c'est l'illustration que je propose en général pour illustrer l'extrême diversité des situations qui sont incluses aujourd'hui sous ce terme. Alors, en même temps, puisqu'on parle des questions de diagnostic, et je vais pouvoir terminer là-dessus, il y a eu une redéfinition aussi de la description proprement dite de l'autisme dans le DSM-5, avec en particulier le regroupement des troubles de la communication et des troubles des interactions sociales, mais qui font que, je n'entre pas dans tous les détails, des auteurs, des spécialistes américains se sont lancés dans des études comparant en quelque sorte les populations incluses par les anciens critères du DSM-4, qui correspondent à peu près à ceux de la classification internationale, et les nouveaux critères. Et ce qu'on voit, c'est que ceux qui étaient diagnostiqués autistes, typiquement autistes dans l'ancienne classification, sont, dans la quasi-totalité des cas, se retrouvent dans le spectre autistique. Mais que par contre,
parmi ceux qui recevaient le diagnostic de syndrome d'Asperger, 10 à 15% selon les études, ne sont plus inclus dans le spectre autistique. Et dans la catégorie de ceux qui étaient dans les troubles envahissants du développement non spécifiés, c'est plus de 30% qui ne sont plus inclus dans le spectre autistique. Donc, il va y avoir d'autres études épidémiologiques et peut-être que d'ailleurs cette révision du DSM a été faite pour ça, pour limiter cette expansion sur laquelle on s'interroge beaucoup. On pense que la plus grande partie de cette augmentation de ce qu'on appelle en épidémiologie la prévalence, c'est-à-dire le nombre de cas qu'on peut repérer dans une population, est due au changement des critères, aussi à une évolution des pratiques de diagnostic qui rendent plus sensibles à des formes où les troubles sont assez subtils. Il y a quand même toujours, les articles se terminent sur la question, est-ce qu'il n'y aurait pas un facteur externe dans l'environnement, quand on veut dire de l'environnement physique, hein, on accuse quelquefois des polluants, les métaux lourds, sans grande preuve. Récemment, ce qui est venu sur le devant de la scène, c'est des histoires d'infections intestinales, de bactéries intestinales. Bon, peut-être, ça reste à démontrer. Mais enfin, voilà. Mais peut-être que la révision du DSM est destinée à limiter, en tout cas, l'expansion due simplement à l'incertitude, au fond, sur l'efficacité des critères. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir aussi, le professeur Bürstein, parce qu'il nous a résumé tout ça, ce qui n'est pas facile, de manière vulgarisée. Peut-être une précision, là aussi qu'on s'est au téléphone pour préparer la conférence. On a parlé du diagnostic. Apparemment, les spécialistes le souhaitent de plus en plus précoce, pour une prise en charge aussi de plus en plus précoce. Mais vous me disiez qu'il faut être quand même prudent là-dessus, sur la précocité, peut-être la validité d'un diagnostic précoce et les résultats d'une prise en charge précoce. Vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? Oui, d'ailleurs, effectivement, ce que vous nous avez dit, madame, illustre un petit peu ça. Aujourd'hui, le diagnostic, bon, il faut bien rappeler que nous n'avons pas de tests de laboratoire pour diagnostiquer l'autisme. C'est un diagnostic, comme on dit, purement clinique, c'est-à-dire sur un ensemble d'observations, de comportements. Alors, les signes caractéristiques de l'autisme sont rarement réunis au complet entre 2 et 3 ans. On a construit, sur la base des critères des classifications, on appelle ça des outils, enfin ce sont en général des questionnaires ou des protocoles d'observation de l'enfant. Il y en a un qui est très connu, il y en a 2 qui sont très connus et très réputés, qui sont l'ADI, Autisme Diagnostic Interview, qui est un protocole d'entretien semi-structuré qu'on fait avec les parents, très détaillé, et l'autre qui est l'ADOS, qui est, je ne détaille pas ce que ça veut dire, ce sont des initiales en anglais, qui est un protocole, lui, d'observation, un certain nombre de situations, de jeux qu'on propose à l'enfant et qui permettent de coter, là aussi, les critères diagnostiques d'une manière assez précise. Ces instruments ne sont pas validés avant 2 ans. Alors c'est déjà une première précaution qui fait qu'on estime aujourd'hui, dans l'état actuel de nos connaissances et de nos moyens, qu'il n'est pas légitime de porter le diagnostic d'autisme avant 2 ans, même quand on le soupçonne, d'autant plus qu'on sait, parce qu'on a maintenant des études d'enfants qu'on a suivis depuis la naissance, dans des circonstances particulières, que
un certain nombre d'enfants peuvent présenter des symptômes très évocateurs d'autisme pendant plusieurs mois au cours des premières années et que ces troubles s'estompent par la suite. Donc, aujourd'hui, on estime que quand on soupçonne des troubles autistiques, on ne doit pas vraiment affirmer le diagnostic avant l'âge de 2 ans, avant qu'on ait pu appliquer ces instruments d'aide au diagnostic. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne fait rien avant et qu'on doit rester dans l'attente devant un enfant qui présente quand même des signes d'alerte? Parce que, en même temps, tout le monde est convaincu que plus on intervient tôt, mieux c'est à tous les niveaux. Qu'on va réduire le degré de handicap, etc. Mais donc, on estime, et je pense que ce n'est pas très satisfaisant pour les parents, vous l'avez bien exprimé, combien des formules un petit peu floues rassurent pas. Mais voilà, je veux dire, on ne peut pas faire autrement que parler d'un trouble du développement qui justifie une surveillance active, j'appellerais ça comme ça, c'est-à-dire qu'on mette en place déjà quand même des stimulations pour favoriser le développement de la communication sociale, des interactions, l'éveil dans tous les domaines, l'intérêt de l'enfant, etc. Donc c'est ça notre attitude aujourd'hui, c'est d'être actif, mais de rester prudent sur l'affirmation du diagnostic. Peut-être que les choses vont évoluer, qu'on aura d'autres moyens dans l'avenir et qui changeront la donne sur ce plan-là. Et juste une dernière précision en 2 mots avant de passer la parole à nos chercheurs. Vous êtes, je crois, vice-président de l'Association nationale des centres ressources autisme. Voilà, vraiment en 1 minute, est-ce que vous pouvez nous dire que sont ces centres, qu'est-ce qu'ils apportent, quel est leur rôle, leur mission ? 2 minutes. Ils ont une mission de conseil en direction d'abord des familles, aussi d'autres professionnels. Ils ont été les premiers à mettre en place des protocoles de diagnostic et d'évaluation fonctionnelle, parce qu'il ne s'agit pas seulement de poser une étiquette, mais d'évaluer les compétences et difficultés de l'enfant dans différents domaines. Mais aujourd'hui, ces approches diagnostiques doivent être appliquées plus largement par d'autres équipes, et les centres de ressources autisme sont là en ressources en quelque sorte pour aider dans les cas complexes. Ils ont aussi d'autres missions d'animation de réseau, d'aide et même de formation, d'information et de formation pour les parents. Il y a tout un programme qu'on appelle d'aide aux aidants, qui a été mis en place à la demande de la CNSA et auquel la plupart des centres de ressources autisme ont adhéré. Ils doivent participer aussi à la recherche. Ils ont beaucoup de choses à faire, de la documentation aussi, de l'information. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors je me tourne maintenant vers nos 2 chercheurs du jour, Guillaume Bonny et Mélanie Ginger, qui vont nous dévoiler les grands axes de recherche actuels sur l'autisme. Alors que ce soit pour mieux comprendre les causes et les facteurs de risque de l'autisme, avec notamment, on va le voir, le rôle de la génétique, mais aussi pour mieux comprendre les mécanismes biologiques impliqués au niveau cérébral. Et puis bien sûr, où en sont les recherches pour développer des traitements spécifiques. Voilà, votre défi, si vous l'acceptez, c'est de nous résumer tout ça aussi en 15-20 minutes avant les questions du public. Voilà, c'est à vous. Bonsoir, on m'entend ? Ok. Donc oui, je vais présenter l'aspect recherche en 3 parties. Je vais parler des causes de l'autisme, pour ce que l'on connaît. Vous allez voir qu'il y a encore beaucoup d'inconnus. Ensuite, je parlerai des mécanismes biologiques derrière certains symptômes, notamment l'hypersensibilité. Et ensuite, Mélanie parlera de traitements pharmacologiques, notamment, pour certains symptômes. Donc, comme l'a dit M. Bernstein, je vais revenir sur la classification.
Donc, quand on parle de l'autisme aujourd'hui, on regroupe des troubles neurodéveloppementaux sous les appellations de troubles du spectre autistique ou encore troubles envahissants du développement. Cette classification ne concerne pas seulement l'autisme classique, comme ce qui a été décrit par Léo Kanner dans les années 40, comme l'a dit le professeur Bernstein, mais aussi certaines maladies syndromiques comme le syndrome de l'X fragile. Et à l'heure actuelle, les documents de référence sont la classification internationale des maladies proposée par l'OMS. Et en fait, il y aura une nouvelle version qui est prévue en 2017. Et donc, nous, on suit aussi les instructions du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, le DSM-5, qui est paru en 2013, qui a été proposé par l'Association psychiatrique américaine. Maintenant, pour ce qui est des causes de l'autisme, il a été démontré que des mutations génétiques peuvent être responsables des troubles du spectre autistique. Donc, par exemple, il y a une étude de 1988 qui décrit que si parmi des enfants jumeaux, l'un est atteint d'autisme, il y a 64% de probabilité que l'autre jumeau le soit aussi, ce qui renforce l'idée d'une cause génétique. Mais en même temps, depuis la fin des années 1980, la prévalence des formes classiques d'autisme a été multipliée par 28, passant de 1 pour 2000 à 1 pour 68, ce qui pourrait faire penser qu'il y a également des causes environnementales au sens large, responsables donc des troubles du spectre autistique. Bon, il faut savoir, comme l'a dit le professeur, que la classification des maladies évolue sans cesse, et il est donc difficile de déterminer précisément quelle est la prévalence imputable uniquement à l'environnement ou à l'amélioration du diagnostic. La plupart des études s'accordent à dire que pour 75 à 80% des patients, les causes de l'autisme sont inconnues, ce qui fait encore une grande proportion, évidemment. Pour ce qui est des causes génétiques donc de l'autisme, on peut les classer en anomalies chromosomiques, donc cela représente environ 5% des personnes. L'autisme peut également être dû à des variations du nombre de copies de certains gènes, cela représente 10 à 20% des patients. Ensuite, il y a des maladies dans lesquelles un seul gène est impliqué, cela représente environ 5% des patients. Parmi ces 5%, il y a par exemple le syndrome de l'X fragile qu'on étudie tout particulièrement, ou également le syndrome de Rett ou encore le syndrome d'Engelmann. Maintenant, si on peut voir la diapo numéro 1. Donc c'est pour parler... Voilà. D'accord, merci. Donc ces syndromes, donc je vais parler des 5% des formes syndromiques de l'autisme. Donc ces syndromes sont un peu plus faciles à comprendre par rapport aux formes non syndromiques, car ils peuvent être reproduits avec des modèles animaux. Donc c'est ce que j'ai voulu illustrer à gauche. Donc nous utilisons dans notre équipe un modèle souris du syndrome de l'X fragile. Donc le gène impliqué est connu chez l'homme. On peut créer un modèle souris qui a la même mutation génétique et donc ensuite étudier en termes comportementaux. Donc, par exemple, ici à droite, les stimulations sensorielles ou des interactions sociales. Et on peut appliquer un traitement pharmacologique et essayer d'étudier quelles sont les améliorations et quels sont les traitements possibles. Donc, car les souris et l'homme, malgré les différences phénotypiques qui sont évidentes, ce sont deux organismes très similaires, plus de 80% d'homologie génétique. Donc, il est donc possible de supprimer la fonction d'un gène chez la souris et d'étudier les conséquences de cette manipulation. Cela permet d'observer donc des problèmes de comportement et de pouvoir utiliser des traitements pharmacologiques. Donc ensuite, au-delà de la génétique, il y a de nombreux autres facteurs, donc notamment environnementaux, qui pourraient représenter jusqu'à 80% des cas. Ensuite, je voudrais vous citer un exemple du passé. Donc autrefois, il est arrivé que des enfants soient nés autistes à cause d'un traitement médical subi pendant la grossesse. Donc je pense au valproate. C'était une époque où on ne connaissait pas les effets secondaires de ce traitement, mais c'est pour vous dire que l'environnement prénatal, périnatal peut être très important. Des études ont également impliqué le système immunitaire. Donc je sais que des transplantations de moelle osseuse peuvent améliorer certains symptômes du syndrome de Rett, par exemple. Donc maintenant, je voudrais vous parler des mécanismes biologiques. Donc, un des symptômes les plus fréquents qui touchent les individus atteints des troubles du spectre autistique est l'hypersensibilité sensorielle.
Donc les problèmes de l'intégration. Oui, merci. Les problèmes de l'intégration sensorielle proviennent du fait que les informations sensorielles, que ce soit du toucher, de l'ouïe ou visuel ou autre, ne sont pas intégrées ou organisées de façon appropriée dans le cerveau, ce qui peut conduire à un comportement inadapté. Donc, par exemple, nous avons effectué une série d'expériences sur des modèles souris du syndrome de l'X fragile qui ont révélé que les neurones du néocortex répondaient de façon exagérée à des stimuli sensoriels. Donc, c'est ici en haut à gauche. On a par exemple chez la souris une stimulation des vibrisses. Et donc, on voit avec le code couleur en rouge l'hyperactivation du cortex, c'est la souris modèle du syndrome. On a pu montrer aussi par IRM une modification de la connectivité. Ça, c'est la figure à droite, en haut à droite. La connectivité entre les différentes régions est montrée par les lignes droites. Et on voit donc chez la souris modèle qu'il y a une diminution, donc c'est représenté par une couleur plus claire, une diminution de la force des connexions entre des régions éloignées du cerveau. Donc il faut savoir que le néocortex est une région très importante pour la perception de notre environnement et l'hypersensibilité pourrait être une indication de la présence d'autres symptômes. Le syndrome de l'X fragile est une maladie génétique dont on commence à bien connaître les anomalies au niveau du cerveau. On sait depuis longtemps qu'il y a un déficit en plasticité. On sait depuis peu qu'il y a un problème dans les connexions entre les neurones. Et dans le travail qu'on a publié récemment, on décrit une hyperexcitabilité des neurones. Donc concrètement, le cerveau de ces personnes reçoit trop d'informations et ne parvient pas à distinguer les informations utiles, à les utiliser et les mémoriser. L'hypersensibilité, c'est 93% des patients. Il a été notamment montré que le toucher un individu, par exemple, atteint du spectre autistique, pouvait entraîner une réponse inappropriée chez 60% des patients. Après, il y a aussi une hypersensibilité auditive, une hypersensibilité visuelle. En ce qui concerne donc les mécanismes de cette hypersensibilité, je peux vous donner trois exemples. Donc, tout d'abord, concernant l'hypersensibilité auditive, par exemple, ça peut se traduire par l'incapacité à supporter un bruit domestique comme le bruit d'un aspirateur. Et selon certaines études, cela serait dû à une activité neurale atypique dans le cortex auditif primaire. Par ailleurs, une anomalie dans le traitement des informations visuelles a aussi été décrite, notamment pour la détection des mouvements qui se traduit par une suractivation du cortex visuel primaire. Ça a été étudié par IRM fonctionnel. Il y a aussi une hypersensibilité tactile qui peut se traduire par l'incapacité à supporter le contact avec les vêtements. Et selon nos études, il pourrait s'agir d'une suractivation du cortex somatosensoriel primaire pendant la stimulation. D'autres évidences suggèrent également une suractivation du cortex. C'est le cas d'une étude récente qui utilise l'IRM fonctionnel et qui a montré que l'aire du cerveau responsable du traitement sensoriel des informations chez les patients atteints de troubles du spectre autistique était plus active que des individus contrôle lors de stimulation sensorielle, visuelle et acoustique. Il a été montré une corrélation entre l'augmentation d'activité et l'augmentation de la réactivité et l'anxiété. Et donc, cela suggère un lien étroit entre l'hypersensibilité sensorielle et l'hyperactivité et l'anxiété. Il a été aussi proposé que l'hypersensibilité soit liée aux problèmes d'automutilation et d'agressivité que l'on retrouve parfois chez les patients, et également aux problèmes de communication. Donc, ce serait par exemple le problème de traitement auditif, ainsi que problèmes liés à la lecture des émotions. Donc, ça pourrait être une hypersensibilité visuelle. Et il apparaît de plus en plus que les circuits neuronaux sont différents chez les patients autistes, avec une augmentation de la connectivité au niveau local. Par exemple, dans l'aire visuelle primaire, il semblerait qu'il y ait une augmentation du nombre de connexions entre les neurones. Et à contrario, il a été montré une diminution de la connectivité entre des aires corticales plus éloignées. C'est ce que j'ai voulu illustrer ici en bas à droite. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on a chez le modèle de souris, avec une diminution de la connectivité sur de longues distances. Et donc, par exemple, entre les lobes frontal et temporal, cela correspond à ce que nous avons pu observer donc, chez la souris. Et certaines études post-mortem chez l'homme ont décrit une augmentation du volume de certaines structures cérébrales et une altération des caractéristiques structurelles des neurones. Donc cela pourrait aussi être dû à l'augmentation de connectivité localement et
la diminution de la connectivité sur longue distance. Maintenant, je vais passer la parole à Mélanie qui va vous parler des traitements. Merci Guillaume. Donc, pour mettre en évidence cette hyperexcitabilité neuronale qui a été évoquée par Guillaume, nous avons utilisé une technique qui nous permet de faire les enregistrements et pour mesurer les propriétés électriques des neurones, qui est représenté en haut à gauche. Et grâce à ces études, nous avons pu constater un dysfonctionnement dans un des canaux ioniques présents dans la membrane de ces neurones. Et ce type de canal ionique est représenté à droite en haut. Et en utilisant une molécule qui cible de façon spécifique ce canal, nous avons pu corriger cette hyperexcitabilité neuronale. C'est-à-dire nous avons quasi réduit l'excitabilité au niveau d'excitabilité présente dans les souris normales. Un autre effet de cette molécule peut être mesuré en faisant les expériences comportementales. Et pour résumer ce type d'expérience, nous avons exposé les souris à un stimulus, en ce cas un stimulus auditif, et on mesure les réponses à ce stimulus. Et on voit en bas, au milieu, les résultats. En rouge, les souris mutants qui sont les modèles de syndrome de l'ex fragile. On voit qu'il y a une réponse exacerbée suite à ce stimulus sensoriel. Et quand on applique cette molécule, on voit à droite que la réponse suite à cette stimulation sensorielle chez ces souris est quasi la même que les souris contrôle, les souris normales. Donc, ces découvertes offrent une nouvelle cible pour un traitement sur mesure des aspects sensoriels du syndrome de l'ex fragile et peut-être aussi des troubles autistiques. Et je voudrais préciser que ces études ont été effectuées sur les souris adultes et ça suggère que ces traitements peuvent être éventuellement appliqués sur les adultes et aussi les adolescents. Une autre chose que je voudrais évoquer est que ces études, que cette étude récente a conduit à la proposition que c'est très très important de regrouper les patients selon les spécifiques symptômes présents et de classifier ces patients. Est-ce qu'on peut peut-être mieux soigner ces patients ou désigner les approches dans les essais cliniques. Et c'est aussi très important, je pense, d'utiliser les mesures quantitatives, pas seulement les mesures d'observation. Et de cette façon, l'hypersensibilité sensorielle peut être mesurée très facilement en utilisant les tests standards neurologiques, comme par exemple l'électroencéphalogramme ou peut-être l'imagerie cérébrale, et en appliquant les stimulus visuels, auditifs ou tactiles. Donc, un certain nombre de caractéristiques communes entre le syndrome de l'ex fragile et les troubles du spectre autistique ont rendu le modèle de syndrome de l'ex fragile très attractif pour examiner les effets des approches thérapeutiques potentielles. En fait, les études au cours des dernières 15 années ont permis une grande connaissance sur les changements au niveau cellulaire chez les souris de syndrome de l'ex fragile. Et ces études ont permis les approches ciblées sur les changements moléculaires observés sur ces souris. Par exemple, si je peux évoquer un cas ou une molécule qui a été ciblée, développée pour le traitement du syndrome de l'ex fragile et qui est développée par une société pour cette maladie et aussi a été utilisée récemment dans les études chez les souris qui modélisent un autre type d'autisme.
également, deux autres molécules qui étaient développées pour le traitement du syndrome de l'ex fragile et qui étaient utilisées dans les essais cliniques, ont aussi été utilisées récemment dans les essais cliniques pour les patients atteints de l'autisme. Et ces molécules ont les dérivés des antibiotiques et aussi les molécules qui étaient déjà approuvées pour le traitement des contractions musculaires involontaires. Et le fait que ces molécules ont déjà été utilisées pour autres maladies peut entraîner, qui peut rentrer très facilement en essai clinique pour les autres maladies. Donc, je pense que notre exemple qui a reçu beaucoup d'attention en France maintenant est l'utilisation dans les essais cliniques d'une diurétique. Et cette molécule permet de mimer un aspect de développemental normal qui est perturbé chez les autistes. Et finalement, notre approche consiste à utiliser les compléments alimentaires dans les essais cliniques et cette approche est déjà encore dans les essais cliniques en Espagne. Donc, en résumé, si je peux dire, les dernières 10 à 15 années ont permis une grande amélioration dans la compréhension des mécanismes cellulaires impliqués dans l'étiologie des troubles du spectre autistique et ces découvertes offrent un nouvel espoir pour des traitements innovants qui améliorent la vie de ceux qui sont touchés par ces troubles, j'espère. Merci. Merci à vous. Je pense qu'on peut les applaudir. Vous parlez très bien français, hein, avec un bel accent d'ailleurs aussi, quoi. Donc merci beaucoup. Voilà, je vous propose, il est 20h08, donc vous pouvez maintenant poser vos questions à nos 4 intervenants qui sont à votre disposition. Donc je crois qu'il y a des micros qui circulent, il suffit de lever la main bien haut et on vous transmettra le micro. On va essayer de faire le ping-pong entre Montbéliard et Paris. Alors, il n'y a pas de mauvaise question, on est entre nous, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas qui... Alors, je vois un micro là, je vois déjà une main levée là-bas. Alors, peut-être une seule règle, des questions courtes, et puis aussi des réponses courtes, si possible, des intervenants, voilà, pour qu'on puisse prendre le maximum de questions. Alors, la première question à Paris, est-ce que quelqu'un a le micro déjà ? Voilà, ça y est, allez-y. Je vous remercie pour cette présentation, mais j'aimerais en fait avoir des réponses par rapport en fait aux différentes techniques que vous avez évoquées au départ pour essayer d'améliorer la communication avec la personne autiste. Finalement, concrètement, est-ce que ça diffère d'une région à l'autre par rapport aux centres qui pratiquent ces techniques ? Et quand on a dans sa famille quelqu'un qui est autiste, comment on peut avoir accès à ces différentes techniques et où exactement est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en place pour pouvoir accéder à ces informations en tant que famille de patients ? Merci. Ça, c'est pour le professeur Burstein. Si vous avez bien entendu la question ? Oui, j'ai bien entendu la question, oui. C'est une des missions des centres de ressources autisme que d'informer les familles sur, justement, sur les ressources en matière de prise en charge, d'intervention thérapeutique et éducative. Alors, ça c'est le principe. La réalité, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Parce qu'il n'y a pas partout un répertoire, je dirais, explicite, lisible, et je le regrette qu'on n'en soit pas encore là, on y va doucement, de qui fait quoi et avec quelle approche. Alors, je crois comprendre derrière la question qui a été posée que effectivement des méthodes comme comportementales, notamment l'ABA auquel on a fait allusion tout à l'heure, qui est référencée dans la littérature et pratiquée dans la plupart des pays, qui a été validée par l'HAS, n'est pas disponible partout. Et pas disponible, c'est ça qui me paraît le plus
grave, dans des conditions, je dirais, de prise en charge financière normale en France. C'est en train de bouger. Il y a des institutions qui se forment. On a un retard en France. Je le dis à titre personnel, je pense que la méthode ABA et d'autres devraient être disponibles assez largement. On y va doucement, mais on n'y est pas encore. Il y a de grosses disparités en France. Voilà le poids de la situation. Cela dit, je pense que il y a d'autres méthodes aussi qui sont proposées et il y a une diversification actuellement qui est en route. Si vous me permettez une remarque à propos des méthodes, je pense qu'on progresserait beaucoup si on arrivait, on n'y est pas encore là non plus, à traiter ces questions d'un point de vue plus pragmatique et moins idéologique. Merci. On va prendre une question à Montbéliard, s'il y en a une. Je voulais parler de la première diapositive qui a été projetée. J'ai vu une courbe qui ressemblait beaucoup à un développement exponentiel. Et si on extrapole un peu cette courbe, on peut penser que d'ici quelques années ou quelques décennies, tout le monde sera autiste. Est-ce que je peux répondre ? Bien sûr, bien sûr. Oui, ben c'est justement, vous rejoignez une réflexion que je cite souvent de Catherine Lord. Catherine Lord est une des grandes spécialistes américaines, auteure de l'ADI, un des auteurs de l'ADI, et qui a, je crois, plus ou moins dirigé le groupe de travail du DSM-5 sur le sujet. C'est à peu près ce qu'elle disait. Et le dernier chiffre, 1 sur 68, est encore basé sur des études qui remontent à 2010, c'est-à-dire qui sont basées sur le DSM-4. Donc, nous attendons maintenant les effets grandeur nature des nouveaux critères. Hein. Puisque, et d'ailleurs, enfin, quand on regarde, les courbes sont des moyennes, mais quand dans les études très précises qui sont faites par les centres d'épidémiologie aux États-Unis, montrent des très très grandes différences d'un État à l'autre, qu'on a du mal à expliquer. Hein. Donc voilà, c'est l'état des choses. Il y a aussi le fait qu'on est passé, comme je l'ai souligné au début, d'une définition de l'autisme relativement restrictive à la définition trouble du spectre autistique, qui de toute façon déjà changeait d'ordre de grandeur. On va prendre une question à Paris. Ah bah c'est à vous de choisir, Nedjma. Dans l'ordre où les bras se sont levés. Oui, en fait j'ai une question en deux, si je puis dire. Parmi les causes externes référencées en particulier en Amérique du Nord, il y a l'intolérance au gluten. Vous n'en avez pas parlé, je suppose que c'est parce que vous n'y croyez pas. Enfin, vous pourrez vous exprimer là-dessus. Et puis parmi les techniques ou les protocoles utilisés pour traiter les enfants autistes, toujours en Amérique du Nord, il y a aussi l'ergothérapie. Qu'est-ce que vous en pensez, enfin, par rapport à des méthodes comportementales qui sont plutôt, je dirais, entre guillemets, pavloviennes? Juste avant le professeur Guillaume Bonny, vous avez entendu parler de la piste intolérance au gluten Non, personnellement, je n'ai pas entendu parler, mais je ne suis pas non plus surpris. Je pense que c'est une possibilité qui devrait être étudiée. On va passer la parole au professeur Bernstein là-dessus. Oui, alors l'intolérance au gluten a été beaucoup discutée, elle circule beaucoup sur Internet. Il y a eu un rapport il y a 3 ans, je crois, de l'AFSAPS qui a étudié très soigneusement la littérature sur le sujet et qui concluait qu'il n'y avait aucune preuve dans le domaine. Néanmoins, il y a des parents qui affirment qu'un régime d'exclusion du gluten
a beaucoup amélioré le comportement de leur enfant. Alors, je crois que c'est un petit peu le problème vis-à-vis de tout ce qui concerne l'autisme en général, et particulièrement la question d'étiologie. Il apparaît aujourd'hui peu probable que l'autisme relève d'une seule cause, et peut-être même que l'autisme au singulier est peut-être un concept théorique, et qu'il y a peut-être des personnes autistes pour qui la question du gluten est importante, d'autres pour qui la question de tel ou tel facteur biologique est importante, même génétique, mais que finalement ce que nous appelons l'autisme regroupe, si vous voulez, un ensemble de pathologies que nous ne savons pas aujourd'hui différencier. Donc peut-être que le gluten a une importance pour certaines personnes autistes et pas d'autres. Hein, voilà ce qu'on peut dire. Et je retiens en particulier ce que disait, je m'excuse, je n'ai pas retenu le nom de la personne qui parlait de recherche tout à l'heure, qui disait qu'il faudrait regrouper les personnes autistes pour les études à partir de symptômes spécifiques, et pas seulement, c'est comme ça que je comprends ce qu'elle dit, pas seulement à partir de ce diagnostic global. Hein. Donc il y a effectivement des choses à dire. Alors sur l'ergothérapie, recouvre, d'après ce que je sais, aux États-Unis, c'est Occupational Therapy, ce que font d'autres professions en France qui n'existent pas, et notamment les psychomotriciens. C'est-à-dire c'est le travail de stimulation, d'échange à travers le jeu, à travers des activités concrètes. Et ça, on le fait. Et c'est dans la pratique courante, et ça n'est pas documenté par des études en double aveugle ou autre, mais visiblement, c'est très utile pour aider les enfants à se développer. Nadine Jacotet, je vais vous faire rebondir juste parce qu'on parle des causes. Et vous m'aviez dit quand on a préparé cette conférence que vous, au départ, et bien naturellement, vous avez recherché toutes les causes possibles. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, nous parler de cette période et rapidement nous dire les causes que vous suspectiez éventuellement? Je pense que déjà, comme c'est moi qui porte l'enfant, à un moment donné, je culpabilise. Je me dis peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé pendant la période de la grossesse. Est-ce que j'ai suffisamment mangé, par exemple, des choses un peu comme ça, parce qu'à un moment donné, j'avais pris un petit peu trop de poids. Le médecin m'avait dit de faire attention. Alors après, je me suis dit, est-ce que j'ai suffisamment mangé? J'ai fait de la luge. Est-ce que j'ai pas fait une erreur? Enfin, des petites choses comme ça. Et puis plus tard aussi, bien sûr, hein, j'ai réfléchi sur les causes. J'en suis plus là aujourd'hui. J'ai passé le cap, mais par exemple, je n'ai pas eu la péridurale pour l'accouchement, je ne l'avais pas demandé et je souffrais beaucoup. Alors pour abréger les souffrances, j'ai presque supplié l'infirmière de faire quelque chose parce que j'étais vraiment pas bien. Et elle m'a fait une piqûre de Nubin, qui est un dérivé de morphine. Et au lieu de calmer les douleurs, je trouve que ça a même accéléré l'accouchement. J'ai accouché vitesse grand V, quoi. Et je me suis toujours demandé si ça n'avait pas traumatisé l'enfant. Voilà, je me suis posé des petites questions comme ça, c'est peut-être un peu ridicule, mais je me les suis posées quand même. Ensuite, on a parlé quand même des recherches. J'en ai pas parlé, mais je vais en profiter pour poser la question au médecin. On a fait la recherche dans toutes les nombreuses hospitalisations. On a fait la recherche du X fragile, le syndrome d'Angelman, le syndrome de Rett, le Smith-Magenis, et puis la délétion 22q13. Voilà. Est-ce que c'est le protocole normal pour tous les enfants autistes, que ça se passe comme ça pour tous les enfants autistes qu'on recherche ces pathologies-là, ou c'est passé comme ça pour Laura? Alors, aujourd'hui, il est effectivement de
recommandé dans les pratiques de rechercher des pathologies génétiques, comme ça a été évoqué tout à l'heure. La technique des examens génétiques est en pleine évolution. Je pense que d'ici quelques années, on fera une étude du génome complet. Après, il faudra l'interpréter, ce qui est une autre paire de manches. Mais en tout cas, la recherche d'X fragile, un karyotype ordinaire, et puis des recherches un peu plus précises. Vous avez bénéficié de recherches peut-être un petit peu plus pointues que c'est la routine, je dirais, mais c'est devenu effectivement quelque chose d'habituel. Ceci étant dit, je dois vous dire que de notre côté, de praticiens qui voyons des enfants autistes tout venant, je dirais, n'ayant pas forcément d'autres troubles, il est rare qu'on trouve des pathologies, y compris génétiques, précises. C'est plutôt l'exception. C'est d'ailleurs quelque chose qui interroge parce que c'est pas tout à fait en accord avec ce qui est publié dans la littérature où on dit des taux de l'ordre de 20 à 30%, c'est vraiment pas notre expérience. Et c'est pas nous qui faisons ces diagnostics-là, bien entendu. Nous travaillons avec des neuropédiatres et des généticiens spécialisés. On va prendre une question à Montbéliard. Oui, pardon. En fait, voilà, j'ai raté un petit peu le début de l'intervention de madame. Ouais. Donc en fait, moi j'ai un enfant 2 ans et demi qui souffre de troubles du comportement. Donc ça fait depuis mois d'août que je le sais. J'ai une enfant de 18 mois aussi, donc qui elle pour l'instant grandit bien. Le petit donc est pris en charge au centre Le Discus depuis 2 mois maintenant. Mais c'est vrai qu'avec mon mari, on se posait la question de savoir si le fait qu'il soit isolé avec 5 enfants, avec des âges différents, avec des cas plus ou moins dégradés, est-ce que c'était bon pour le développement de notre fils? Ou alors est-ce qu'il fallait adopter d'autres méthodes, d'autres pratiques ou le mettre dans d'autres centres? Alors c'est peut-être le professeur Bernstein et Nadine Jacotet qui ont peut-être des réponses là-dessus. Donc c'est le professeur Bernstein. D'une part, je ne connais pas ce centre ni les méthodes qu'on y utilise. Il y a toujours, mais cela dit, c'est une question qui est très très générale que nous posent les parents, et c'est vrai que c'est un petit peu un dilemme parce que d'un côté, pour réunir des professionnels formés à des approches spécifiques, c'est dans des centres où on retrouve d'autres enfants qui ont des difficultés. Et que, bien entendu, en même temps, on peut se dire que mettre un enfant qui a des troubles de la communication avec d'autres enfants qui ont des troubles de la communication, c'est peut-être pas formidable. Alors, en réalité, la manière dont nous essayons de contourner cette difficulté, c'est en partageant le temps, c'est-à-dire en ayant à la fois des temps dans un cadre spécialisé où on peut développer des approches en fait très individualisées et en favorisant le plus tôt possible des inclusions dans des cadres sociaux où l'enfant va se trouver avec des enfants ordinaires et bénéficier de cette puissante stimulation à communiquer qu'est la présence d'autres enfants, beaucoup plus que d'adultes. Voilà comment on essaye de gérer les choses, avec des temps partagés. C'est aussi le cas, c'est aussi tout l'intérêt, un des intérêts de la scolarisation précoce, etc. Donc voilà ma réponse. Après, je crois qu'il faut voir plus précisément ce qui est fait. Madame, si vous voulez peut-être commenter. Oui, allez-y. C'est peut-être là qu'il faut favoriser donc l'intégration scolaire. Voilà. C'est tout ce que je peux répondre. Le message est passé, en tout cas. On va prendre une question à Paris. Il y a encore beaucoup de bras qui se lèvent. Alors, il y a un micro qui arrive par là.
Oui, bonsoir. Donc du coup, moi, je suis un professionnel de la santé. Je suis psychomotricien. Et du coup, j'avais plus une question d'ordre de l'évolution de la maladie au cours des années. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup d'études qui parlent du développement de l'enfant, de la petite enfance. Et en fait, ma question, c'est est-ce qu'on sait justement, après plusieurs années que pas mal d'enfants ont passé dans des centres, au final, qu'est-ce qu'il aboutit de tout ce travail qu'il y a eu avec eux? Voilà, c'est plus ça ma question. Professeur Berschein, on vous sollicite beaucoup. Hein. Alors, question difficile. Difficile parce que on n'a pas beaucoup de données. Parce que juger de l'évolution d'un enfant autiste qu'on diagnostique aujourd'hui aux alentours de 3 ans, hein, c'est à peu près des moyennes actuelles en France, entre 3 et 4 ans, pour vous savoir vraiment ce qu'il en est, il faut attendre au moins une dizaine d'années, et même en fait plus. Entre-temps, d'ailleurs, les méthodes, les approches évoluent, c'est-à-dire que ce qu'il en est des enfants, des adolescents ou adultes d'aujourd'hui reflète les pratiques, je vais dire une grande banalité, un grand pléonasme, de 10-15 ans en arrière. Hein. Or, les choses évoluent. Alors, il y a quand même quelques études qui sont plutôt des études faites dans les pays anglo-saxons, parce qu'en plus, il y a un problème de méthodologie, si vous voulez. Hein. Les enfants passent à travers, dans leur parcours, souvent plusieurs institutions, et c'est pas facile d'organiser un suivi sur plusieurs années comme ça et de toute une population. Qu'est-ce qu'on sait de l'évolution? Eh bien, on sait qu'il y a là aussi des grandes hétérogénéités, même à démarches thérapeutiques, soins, éducation à peu près équivalents. C'est-à-dire qu'il reste pas mal de mystères, d'inconnus, je dirais, sur les facteurs justement de l'évolution. Bien sûr, on pense et on espère en tout cas que ce qui est fait pour aider ces enfants joue un rôle, mais il y a des facteurs. Je dis ça parce que nous le voyons même dans relativement du court terme. Nous prenons maintenant des enfants en charge en soins, je dirais, très précocement avec des techniques très, très intensives. Et quand même, on voit que de l'un à l'autre, il y a des grandes disparités, même sur 2 ou 3 ans. Certains qui vont très très vite démarrer et d'autres qui malheureusement stagnent, voire régressent. Il y a des choses que nous ne savons pas encore dans les facteurs qui interviennent et que peut-être les neurobiologistes vont nous apprendre. Mais enfin, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que en moyenne, ce qui progresse le mieux, c'est la maîtrise de la communication et notamment du langage, avec des grandes diversités, des grandes variations interindividuelles, que ce qui reste le plus stable, je dirais, dans l'évolution, ce sont les troubles de la communication sociale. Comme je le disais tout à l'heure, on peut très bien avoir la capacité de parler, de dire des mots, de faire des phrases, mais communiquer, c'est tout autre chose. Et ça reste souvent très difficile. Mais ce qu'on sait aussi, sur beaucoup d'expériences, c'est qu'il ne faut pas baisser les bras et que même chez les adultes, souvent il y a une période assez difficile de l'adolescence, pas que chez les personnes autistes d'ailleurs, mais qu'après il y a souvent une stabilisation et des progrès qui peuvent encore se faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que... C'est malheureusement un problème, c'est que dans
souvent dans les structures pour adultes, le taux d'encadrement diminue les possibilités de travail éducatif, on voit des personnes adultes qui continuent de faire des progrès lents, mais tout de même d'évoluer. Donc voilà ce qu'on sait actuellement. On a des personnes qui... Alors, il y a un vieux critère qui est quand même connu depuis longtemps, c'est que l'absence d'acquisition d'un langage, disons, vers une dizaine d'années, est quand même le signe d'une évolution assez grave. Hein. Globalement, il y a des cas exceptionnels comme toujours. Mais on sait aussi, il y a une étude française qui a montré ça, que certains enfants, on fait maintenant des bilans assez précis, qui partent apparemment avec un bon potentiel. Globalement, dans ce groupe-là, il y a davantage d'évolution positive, mais il y a quelques enfants qui, malheureusement, régressent au bout de quelques années. Inversement, il y a des enfants chez lesquels on aurait été plutôt pessimiste et qui peuvent évoluer. Donc, je veux dire par là que on ne peut pas prédire l'avenir. Les parents voudraient, et c'est compréhensible, voudraient savoir de quoi l'avenir va être fait, mais on n'a pas le droit de dire quoi que ce soit. On peut un petit peu mieux dire sur, je dirais, l'observation à deux moments suffisamment éloignés dans le temps. Je dirais un premier bilan vers 3 ans, un autre vers 5-6 ans. De cette pente évolutive, on peut dire avec prudence un petit peu, prévoir un petit peu comment va être la suite, mais encore une fois, il faut être très prudent. Merci. Alors, professeur Bernstein, vous allez frustrer des gens parce que vos réponses sont passionnantes, mais un tout petit peu longues. Et je sais j'ai vu plein de bras levés, donc voilà, mais je sais que c'est pas forcément facile. On va prendre une question à Montbéliard maintenant. Encore 2 ou 3 questions maximum. Bonsoir. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt un constat. On parlait d'intégration scolaire. Et c'est très difficile d'intégrer un enfant avec des troubles autistiques. Et je vous parle en tant que maman, mais aussi en tant qu'enseignante. Je suis un peu émue, vous m'excuserez. Et on est très peu formés en tant qu'enseignants. On est très mal formés. On a beau y mettre toute notre volonté, on a vraiment beaucoup de difficultés. J'en parle en connaissance de cause. Donc, mon fils, lui, a été bien intégré dans une école avec des enseignantes très compétentes, des enseignantes qui y mettent du cœur. Mais nous, dans notre école, on a des enfants qui ont présenté des troubles autistiques et c'est très dur d'expliquer aux autres collègues ce que sont les troubles autistiques et que ce ne sont pas des enfants forcément attardés, que ce sont des enfants qui ont des problèmes pour s'intégrer, pour du coup rentrer dans les apprentissages parce qu'ils ont d'autres préoccupations à ce moment-là. Ils sont en développement, ils sont un peu retardés dans leur développement. Donc ça, c'est très difficile et je trouve que c'est dommage que l'Éducation nationale ne nous donne pas les moyens d'expliquer aux collègues, voilà, et d'expliquer aussi aux parents, parce que du coup, il y a aussi le regard des autres parents par rapport à l'enfant qui est différent. Et ça, c'est très, très difficile de trouver des formations dans l'éducation nationale, de trouver des formations aussi en tant que parents. Je voulais aussi rajouter par rapport à des formations pour les parents, comme Madame Jacotet l'avait dit, on fait venir quelquefois des thérapeutes à la maison, mais ça coûte énormément cher. C'est la vie de famille, j'ai lu votre article concernant votre enfant, c'est la vie de famille qui en pâtit, c'est le couple qui en pâtit, etc. Et c'est dommage. J'en profite pour faire une annonce au niveau de Montbéliard sur une formation, et j'en parlerai après, c'est important, c'est une formation sur la lecture, pas forcément pour les enfants qui sont verbaux, mais pour des enfants qui sont aussi non-verbaux. Donc j'en parlerai après pour ne pas prendre du temps sur les gens à Paris.
Merci. Alors, est-ce qu'on peut... Alors, plus personne n'écoute mes consignes. Donc, est-ce qu'on peut avoir une réponse un peu courte, qu'on ait encore le temps de prendre des questions à Paris, sur l'intégration scolaire, les formations pour les parents? Je vous ai bien entendu, j'ai bien compris. Mais effectivement, au même titre que le personnel dans les IME doivent être formés pour répondre aux besoins d'un enfant aussi particulier qu'un autiste, je pense effectivement que les AVS doivent être formés. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec vous. Si je peux juste ajouter un mot, là aussi il y a des différences régionales. Les centres de ressources autisme, enfin en tout cas certains, contribuent à former les AVS. Nous, à Strasbourg, nous avons développé une expérience originale avec des classes intégrées et donc des instituteurs qui sont spécialisés et qui maintenant vont former leurs collègues. Donc il y a des choses qui se font au niveau de certaines régions et pas partout, malheureusement. Mais vous avez raison. Une question à Paris. Je laisse le micro arriver. Voilà. Bonsoir. Je rebondis justement parce que moi je suis là parce que je suis enseignante et que j'ai un élève autiste depuis la rentrée, que je n'ai pas eu de formation, qui n'a pas d'AVS. Et que donc ça m'interpelle énormément. Et je venais savoir s'il y aurait un lieu où je peux avoir des réponses, où je peux pouvoir évoquer tous ceux qui m'interpellent dans son comportement. Aussi, comment gérer une classe complète de 30 élèves, quoi dire aux autres, comment intégrer justement un enfant autiste dans une classe. Donc ça, c'était la première question. Mais je pense que vous avez peut-être partiellement répondu. Mais s'il y a des gens qui ont des informations ou des lieux pour m'aider à pouvoir avoir des réponses à mes interrogations, j'en serais ravie. La deuxième question, c'est que j'ai été interpellée par la diversité des photos que vous avez faites là. Mais il y avait une seule femme. Alors je me suis demandé s'il y avait une proportion masculin-féminin dans l'autisme ou pas. Bon. Et puis, dernière question aux chercheurs. Le syndrome de l'X fragile, je me suis demandé, est-ce que vous l'avez créé délibérément chez la souris et si oui, comment? Et est-ce que du fait de savoir le créer, est-ce qu'on a plus de chances de savoir le soigner? Enfin voilà, là je me suis interrogée, j'y connais rien, et je me suis interrogée sur ça. Est-ce que ça peut permettre d'aider à trouver des solutions, de savoir le créer? Est-ce que je peux répondre Allez, on commence. Merci beaucoup. Par la recherche. Oui, on a créé volontairement ce modèle souris. Est-ce qu'on m'entend? Oui. On vous entend. Donc on a créé volontairement ce modèle souris pour justement simplifier la recherche et pouvoir étudier cette souris dans tous les détails, savoir exactement le comportement, pouvoir traiter avec certaines molécules et pouvoir tester si on pouvait améliorer certains symptômes. Et donc comment on l'a créé? En fait, on connaît le génome de la souris dans son intégralité, et donc on a simplement supprimé le gène qui était responsable de ce syndrome, car donc chez les patients atteints de ce syndrome, il s'agit d'une mutation donc, qui entraîne l'absence d'expression de cette protéine, et donc pour mimer ce phénomène, on a donc supprimé le gène chez la souris. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Alors je le dis au micro parce que tout le monde n'a pas entendu. Pour les autres syndromes d'autisme, on n'a pas d'équivalent, donc j'imagine de modèle animal. Hein. Donc les modèles qu'on a sont pour les parties, pour les aspects syndromiques des troubles du spectre autistique. Donc on a des modèles pour le syndrome de Rett, pour le syndrome de l'X fragile, pour d'autres maladies syndromiques, mais évidemment pas pour toutes les formes d'autisme. Oui, alors il faut que le micro marche. Allez-y, essayez de parler, et puis on va voir si ça marche. Hein. Non, ça ne marche pas. Et on change de micro. Si je peux juste ajouter quelque chose, ce n'est pas le seul modèle souris pour étudier l'autisme. Il existe aussi les modèles spontanés qui sont étudiés au niveau comportemental. On peut aussi créer les modèles
en utilisant le molécule qui était évoquée par Guillaume plus tôt, l'acide valproïque, qui est cytotoxique. Et on peut aussi donner les autres molécules cytotoxiques pour essayer de modéliser ces maladies chez les souris et aussi chez les rats. Et il existe aussi les autres mutations qui sont connues dans l'étiologie de l'autisme et les autres modèles souris dans lesquels ces gènes sont mutés ou supprimés. Donc, il existe plusieurs modèles et il y a les sites Internet, par exemple, pour les associations caritives qui summarisent un peu les types de modèles qui existent et comment ils peuvent dupliquer les symptômes qui sont connus chez l'homme. Alors je rebondis juste là-dessus rapidement sur l'aspect recherche. Sur ce modèle de souris sur lequel vous avez testé une molécule qui joue sur ces canaux ioniques qui font passer des molécules dans les neurones du néocortex et de zone cérébrale, et ça a amélioré leurs symptômes d'hypersensibilité. Donc vous avez réussi sur la souris, c'était publié dans une grande revue, Nature Neuroscience, je crois. Aujourd'hui, c'est quoi l'étape la prochaine? C'est quoi le développement de cette piste-là thérapeutique? Donc, nous essayons de prendre contact avec des cliniciens. Donc, il faut savoir que cette molécule a été testée pour une autre pathologie, pour l'AVC. Et donc, elle a été jusqu'en phase clinique niveau 3. Il n'y a pas eu d'effet positif, mais pas d'effet secondaire non plus. Donc, on peut penser qu'on pourrait la réutiliser assez rapidement, donc, spécialement pour le syndrome de l'X-fragile des symptômes d'hypersensibilité. Donc, pour le moment, nous sommes à l'étape de recherche de cliniciens. Là, vous en avez un, là. Oui, s'il veut bien participer. Et, professeur Burchard, est-ce que vous pouvez répondre sur les deux autres questions? Donc, comment intégrer un élève autiste dans une classe? Et puis, est-ce qu'il y a plus d'hommes que femmes touchés par l'autisme? Alors, je crois que, si j'ai bien entendu, cet élève ne dispose pas d'AVS. C'est très regrettable parce que je pense que ça a fait beaucoup progresser l'intégration, l'inclusion scolaire avec tout le problème effectivement de formation des AVS qui est derrière, je ne m'y connais pas. Alors, effectivement, bon, je comprends bien la difficulté qui peut être celle d'une enseignante dans cette situation. Je ne connais pas précisément la situation à Paris, mais d'une part, je pense qu'elle peut s'adresser au centre de ressources d'Île-de-France, le CRAIF, dont elle trouvera l'adresse. Je ne l'ai pas sur moi, mais on pourra le lui transmettre. Et puis d'autre part, il existe au niveau de l'éducation nationale, d'abord il y a un centre de recherche pédagogique sur l'autisme. Je ne sais plus si c'est à Sèvres ou à Sceaux. Et il y a des gens qui s'occupent spécifiquement de cette question au ministère de l'Éducation nationale. Donc, il y a des pistes. Sa situation est effectivement anormale. Alors, cela dit, on sait que le nombre rend les choses plus compliquées, peut-être dans la région parisienne, que nous ne les voyons dans nos provinces. Sur la répartition homme-femme, toute autre question, est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes? Oui, alors ça c'est connu depuis toujours, que l'autisme touche à peu près au moins 4 garçons pour une fille, et même davantage quand on parle d'autisme dit de haut niveau ou de syndrome d'Asperger, où la différence peut être de 8 pour 1. Juste avant de conclure, Nadine Jacotet, je voulais vous faire rebondir sur la scolarité. Je crois que Laura avait été à la maternelle, je crois que vous l'avez précisé. Comment ça se passait, là aussi, l'intégration dans une classe normale en maternelle? Oui, en école maternelle, on y allait que le samedi matin, c'est tout. Ça se passait bien. Je pense que, disons que le regard sur elle,
Bon, j'ai pas eu de soucis particuliers. Les enfants, au contraire, ils étaient plutôt à la maternée, à être beaucoup après elle, à venir au devant d'elle quand elle était en danger. Non, j'ai pas rencontré de problème. Merci pour cette précision. On va être obligé de conclure parce qu'il est 20h45. Donc voilà, juste une très rapide information. Oui, je sais qu'il y a encore beaucoup de questions, mais on fait signe. Hein, ah oui, on fait signe. Pour vous dire que la prochaine conférence Santé en question se tiendra le jeudi 21 mai à 19h ici même. Et elle sera consacrée à un sujet tout aussi passionnant, l'épilepsie. D'ailleurs, je crois qu'il y a des liens aussi entre autisme et épilepsie. En tout cas, c'est peut-être certains enfants autistes en souffrent aussi. Voilà, merci donc à vous tous pour votre participation. Merci aux techniciens à la Cité des Sciences, aux équipes organisatrices, à l'INSERM, à Univers Sciences, au Pavillon des Sciences de Montbéliard. Merci à Pascal Raymond du Pavillon des Sciences, à Adeline Bouzet de l'INSERM. Merci également à la Cité de la Santé qui nous aide dans la préparation de ces conférences, aussi aux partenaires du cycle, Mairie de Paris, pourquoidocteur.com, Casden Banque Populaire et le magazine La Recherche. Et puis surtout, un grand merci à nos 4 intervenants du jour, qu'on peut encore applaudir une fois pour le temps qu'ils nous ont consacré. Voilà, merci beaucoup, bon retour à tous, et puis rendez-vous le jeudi 21 mai, on essaiera d'avoir plus de temps pour les questions.